justement, donc je suis d'être là encore cette année, mais je vais nous parler du versant examen d'Europsycho. Et on a avec Jérôme vu l'idée d'introduire un nouvel outil qui est l'outil d'eye tracking, justement l'oculométrie. Il est pas que, hein, il y a aussi la oculométrie. On va le voir. Nous, c'est venu. En fait, je vous montre très brièvement trois études que j'avais déjà présentées auparavant. On avait fait une revue littérature, une méta-analyse, qui avait démontré que sur l'ensemble des articles étudiés, il sortait un pattern cognitif, c'est-à-dire même un profil cognitif type, qui, chez les patients présentant un concept polylégique cerveau-fatigue chronique, donc le SRC, et notamment un ralentissement. Un ralentissement quoi? Pas réellement un ralentissement idéomoteur complet, mais plutôt un ralentissement sur les tâches de lecture. C'est ce qui ressortait, alors qu'on n'avait pas vraiment de ralentissement plus global dans la réalisation des tests cognitifs. Et ce profil, on avait également mis en exergue, on l'a mis en évidence sur une étude originale où on a étudié le profil des patients, le profil cognitif de patients SFC 141 pour être peu précis, où il ressortait, comme vous le savez potentiellement, parce que j'allais présenter ça les années précédentes, trois grands profils. Un profil avec une atteinte cognitive qui est quand même assez légère, mais où on retrouvait en systématique des difficultés de mémoire à court terme visuelle, d'attention visuelle et un ralentissement de la vitesse de lecture. Donc tout ce qui était rentabilité, finalement, on ressortait assez déficitaire, à minima, mais en tout cas, toujours très énergivore. Et c'est vrai qu'une des plaintes des patients, c'est les difficultés à maintenir la tâche de lecture. Hein, ça ressort quand même assez souvent. Et plus on augmente dans les profils, parce qu'il y a un gradient de sévérité entre le profil 1 et le profil 3, avec l'apparition là d'éléments dits exécutifs, c'est des difficultés à passer des tâches à une autre, à planifier, générer des infos, etc. Eh bien, on retrouve une altération lui sévère de l'attention en entrée visuelle et un ralentissement de la vitesse de lecture un peu plus prononcé. Et là, on retrouve ce même phénomène dans le profil 3, où on a finalement comme des symptômes un peu fil rouge, des symptômes de base. Un profil de base qui intéresse continuellement les tâches rentrées visuelles. Donc il y avait quelque chose à aller chercher, et c'est ce qu'on a également vu dans l'étude comparative avec la sclérose en plaques, où là, on a encore une fois ces trois groupes avec des gradients de sévérité, et ressort en systématique ce ralentissement de la vitesse de lecture, qu'on retrouvait également chez les patients présentant une sclérose en plaques. Comment est-ce qu'on a mis en évidence ce ralentissement? C'est via un test. Un test s'appelle le test de Stroop, et notamment la condition lecture de veau, qui ressort en systématique ralenti chez les patients SFC. Et donc, il a été démontré notamment que ce test était sensible aux saccades oculaires et qu'on pouvait, avec ce test, reproduire les conditions d'une situation de lecture. Donc, qui dit saccade oculaire dit quantification, parce que potentiel élément d'organicité. Ce qui manque encore un petit peu dans tout ce qui est process diagnostic du syndrome de fatigue chronique. Donc, pour pouvoir quantifier ces saccades et pouvoir vraiment avoir une quantification surtout précise, il y a un outil qui existe qui s'appelle l'eye tracking. Donc, c'est exactement cet outil dont nous disposons avec mon équipe. Donc, moi, je dirige une structure recherche et développement et clinique qui s'appelle IoCortex, qui travaille en collaboration avec les équipes de Jérôme, du professeur Rottier. Et donc, j'ai aussi donc, une équipe d'ingénieurs qui travaillent justement à la réalisation de tâches de lecture avec cet appareil-là. Donc le principe, c'est quoi? C'est évaluer le coût cognitif et moteur. Parce que l'hypothèse de base, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'une altération, pas une altération, en tout cas une faiblesse musculaire qui pourrait induire un ralentissement des saccades. Les saccades, c'est les petits mouvements que font les yeux quand on lit. Potentiellement, une faiblesse musculaire expliquerait le ralentissement de la vitesse de lecture. Mais il y est possible également qu'il y ait un coût cognitif et qu'il y ait un rôle de l'attention en entrée visuelle. Donc ça peut se quantifier et ça va se quantifier selon pas mal de paramètres qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe recherche. Un texte continu de 150-350 mots, avec une complexité toujours bien contrôlée, évidemment. La consigne serait de lire le texte silencieusement au rythme du patient, c'est-à-dire qu'on n'impose pas de vitesse, on va quantifier ça et on comparera bien évidemment à des sujets contrôle
voire des sujets présentant une pathologie, pourquoi pas la sclérose en plaques. On a plusieurs paramètres, que j'ai listés assez sommairement, bien évidemment. Il y a des choses plus précises qui vont ressortir. La fixation, les saccades avec l'amplitude, les régressions, c'est-à-dire les retours en arrière, donc c'est la lecture, enfin à l'inverse du sens de lecture non lecture occidentale. La trajectoire, bien sûr, mais également, fait intéressant qu'on va creuser, qu'on est en train de creuser, la pupillométrie et la variation du diamètre de la pupille qui peut rendre compte de la charge cognitive. Tout ça, on peut le faire en un seul enregistrement de quelques minutes. Et ce sont des paramètres chiffrés ensuite qu'on va pouvoir faire ressortir. C'est-à-dire qu'avec une tâche qui va durer environ 8-15 minutes en tout, on est capable de ressortir énormément de paramètres. Et c'est là aussi que s'inscrit cette tâche, c'est dans la volonté perpétuelle, en tout cas des examens qui sont réalisés dans mes centres, c'est de réduire le temps de passation tout en augmentant la précision de l'examen pour ne plus tomber dans l'écueil d'un bilan neuropsychologie chronophage et absolument épuisant, surtout quand on travaille dans syndrome de fatigue chronique. Voilà, donc l'idée à l'avenir, c'est d'introduire encore plus d'outils innovants pour affiner de plus en plus l'examen neurocognitif et ou comportemental. Donc je vous l'ai dit, l'objectif, ajouter une mesure neurocognitive et motrice, mieux comprendre les troubles à entrée visuelle, et mise en exergue d'un élément d'organicité pour renforcer les critères diagnostiques de l'EMSFC. Et donc là, c'était pour vous montrer une petite diapo que j'avais fait auparavant, et dans les symptômes récurrents, pour rappel, constamment ce ralentissement de la vitesse de lecture, trouble d'attention sélective en entrée visuelle, mémoire immédiate visuelle. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher sur cette voie d'entrée, et on espère que ce nouvel outil y contribuera de manière significative. Merci de votre attention et je suis encore disponible pour des questions. Merci beaucoup Mehdi, je voulais que Mehdi nous présente cet outil qu'on va intégrer dans Encourage et qui est, je pense, un outil qui va être vraiment intéressant pour le suivi des patients. Enfin, je pense, hein. Oui, tu peux nous dire. Absolument. Oui, ça va être extrêmement intéressant parce que, comme expliqué, c'est un outil de quantification très pointu. Donc ça va nous donner beaucoup plus d'éléments de mesure et beaucoup plus de renseignements sur un symptôme qui est récurrent, qui est majeur et qui a un impact significatif dans la vie des patients. Donc ça va vraiment être intéressant de l'utiliser. Et tu me confirmeras, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en distanciel. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des outils ont été développés. On a déjà contacté notamment les startups qui avaient travaillé là-dessus, ont été créés pour pouvoir faire une évaluation aussi précise en distanciel, via la webcam du patient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une question avant, je profite de les avoir. Le délai avant que ça soit opérationnel? Ah bah, je pense que c'est opérationnel. Oui, il y a quelques mesures à faire, mais pour la rentrée 2026, on sera bien. Le projet de recherche Encourage va permettre d'évaluer en conditions réelles l'applicabilité de la méthode au suivi des patients. Bonjour, donc Pietro Tomé, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des groupes contrôle, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une considération des troubles de la lecture ou de l'apprentissage, type 10, etc.? Oui, ça va faire partie, bien évidemment, des critères d'inclusion et d'exclusion. Ça, c'est évident. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que cet outil permettrait aussi de travailler sur les troubles du neurodéveloppement. Donc oui, on va faire une pierre 3 coups, 5 coups, voilà. Il y a pas de souci. Mais en tout cas, oui, et les groupes contrôle, oui. C'est ce que je disais, c'est très intéressant d'incorporer des groupes contrôle, mais pas que contrôle, aussi des groupes d'autres pathologies, et notamment la sclérose en plaques, qui a été un bon comparateur sur la dernière étude. Oui, c'est très important ce que dit Mehdi, hein, sur la dernière publication qu'on a fait. On a montré que justement les troubles cognitifs qu'on avait chez les patients EMSFC étaient équivalents en intensité avec ceux qu'on observe dans la sclérose en plaques, où là, il n'y a pas je dirais, pas de débat autour de l'organicité du trouble cognitif. Donc je pense que c'est dans la typologie des symptômes. Donc c'est ce genre d'approche et comparative entre les pathologies qui manque cruellement dans le MSFC, c'est quelque chose effectivement de fondamental et de très important. L'été.
Elle était plus forte, oui, enfin équivalente, mais plus forte en Oui. termes de fréquence par contre. Oui. Ce qui montrait qu'il y avait une stéréotypie qu'on retrouvait dans le MSFC bien plus que dans la sclérose en plaques. Et est-ce qu'on peut éventuellement aller un peu plus loin en allant jusqu'aux origines de l'EMSFC, toxique ou pas toxique, toxique ou viral? On y viendra sûrement. Oui, oui, oui. Non, c'est certain qu'à terme, on y arrivera. On n'a pas vraiment d'outils, même la TEP est encore plus et il faudra encore l'évaluer exactement dans sa, comment dire, dans sa spécificité et sa sensibilité, et sa signification exacte. Donc, je pense il y a tout un champ à explorer là-dedans. L'intérêt de l'oculométrie, comme l'a fait, comme l'a présenté Mehdi, c'est que c'est des choses qui sont en fait très accessibles maintenant. C'est-à-dire que nous, on va acquérir, on va faire l'acquisition d'un appareil dans le cadre d'Encourage. On pourra effectivement, je dirais que c'est quelque chose qui sera assez applicable. Voilà, au suivi des patients en tout cas. Ok, bon, t'es obligé de partir. C'est ça. Donc, merci encore pour cette présentation.